la crise sanitaire du Covid-19 a fortement compromis les perspectives des économies africaines, avec notamment les chocs simultanés sur l'offre, puisque nous avons eu et nous expérimentons encore une réduction significative donc, des activités de production. Et un choc sur la demande, puisque c'est un peu le corollaire du premier point, avec une réduction significative aussi donc, du pouvoir d'achat des populations. Cette situation est amplifiée par les perturbations extrêmes des chaînes d'approvisionnement mondiales. Ce n'est pas un scoop de dire que nos économies ont été structurées de manière à dépendre des exportations. Les crises dans les pays cibles des partenaires des pays africains ont eu un impact immédiat sur les activités d'exportation de nos pays. Les conséquences sont multiples, mais celles qu'on peut retenir dans le cadre de ce débat, c'est d'abord donc les gros déséquilibres des finances publiques que cela entraîne, puisqu'une bonne partie des recettes de nos États proviennent donc de toute la politique fiscale associée à nos activités d'exportation, et surtout une déstabilisation opérationnelle et financière de nos entreprises. Quelques chiffres, un seul chiffre, le PIB africain qu'on escomptait autour de 3-4% avant la pandémie devrait être négative, et elle est très évolutive. On parlait de moins 3, moins 4%. C'était les dernières estimations du FMI en juin dernier, et nous pensons que ces chiffres devraient être malheureusement donc un peu plus importants. Et le corollaire de tout cela, c'est une hausse du chômage annoncée qui fait craindre dans nos pays des crises sociales majeures. Dans l'immédiat, c'est plus un plan de soutien et de stabilisation qu'il faut que nos États adoptent afin d'éviter que l'appareil de production sombre et surtout que la situation sociale tourne au drame. Nous avons enregistré des émeutes dans certaines régions et dans certains pays. La situation est une situation donc assez tendue. Dans l'immédiat, nous pensons qu'il faut donner une priorité ensemble avec nos partenaires et créanciers à des moratoires pour obtenir que les services de dette soient suspendus dans l'immédiat. Il s'agit ici d'utiliser les fonds qui devraient être destinés au service de la dette pour financer ces fonds de soutien dans l'immédiat. Ce moratoire de la dette publique doit concerner tous les pays créanciers, y compris la Chine. La Chine qui est l'un des plus grands État créancier de l'Afrique aujourd'hui, c'est quand même entre 30 et 40% de la dette publique, ce qui est significatif, et nous avons besoin donc dans toute solution avec les créanciers d'associer donc la Chine. La deuxième action qui devrait donc accompagner ce moratoire, c'est la mobilisation auprès des institutions financières à la fois internationales et régionales de financement important, mais à des conditions concessions. Avec un objectif de supplier à la réduction significative des recettes d'exportation et l'absence de visibilité sur la reprise effective des chaînes d'approvisionnement mondiale. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de pouvoir passer de la phase d'approvisionner donc les usines extérieures en matières premières, de limiter cela, de réduire cela par une création de valeur locale en allant à un stade nettement plus important que celui donc d'exporter des produits de matières premières non transformées. Le continent a quand même été relativement épargné par la crise du Covid-19 et cela est dû en partie à la réactivité des États qui ont rapidement interrompu les liaisons aériennes internationales, qui ont décrété le confinement très rapidement et qui d'ailleurs ont maintenu le confinement assez longtemps. Effectivement, nous sommes trop dépendants des importations et notamment
pour les produits agricoles, comme l'a mentionné Michel, l'Afrique importe 50 milliards de dollars de produits agricoles, ce qui est paradoxal puisque le continent a les plus grandes réserves de terres arables au monde. Nous sommes un continent très riche en terres arables, nous avons de l'eau, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir au moins assurer notre autosuffisance. Michel mentionnait tout à l'heure le riz, mais le riz n'était pas une culture africaine, c'est une culture asiatique. Nous avons d'autres cultures africaines comme le manioc, etc., qui ont les mêmes qualités nutritionnelles que le riz, voire même meilleures. Et malheureusement, nous avons abandonné des cultures traditionnelles qui existent chez nous depuis des siècles pour importer du riz, ce qui est une aberration. Donc peut-être qu'il faut s'interroger sur la manière de consommer en Afrique. On a tendance à être un peu tourné vers l'Occident pour nos besoins même alimentaires, ce qui est une aberration. L'infrastructure est un problème majeur en Afrique, à la fois en termes de production d'énergie. Comme chacun sait, l'Afrique ne produit que l'énergie que produit l'Espagne en un an, ce qui est quand même aberrant. On a 1,3 milliard d'habitants pour lesquels la production d'énergie est à peu près équivalente à celle de l'Espagne. Il y a quand même un problème à ce niveau-là. Il y a également le problème de l'acheminement de l'eau, des régions où l'eau est disponible en abondance, notamment dans la région des Grands Lacs, vers les régions plus désertiques. Donc il y a certainement matière à réfléchir à un schéma pour mettre l'eau à la disposition des régions qui en ont le plus besoin. Et ça permettrait de développer l'agriculture africaine. Il y a également l'enclavement d'un certain nombre de pays qui empêchent ces pays d'exporter leurs produits agricoles et qui crée effectivement des problèmes. On a dans certains pays des situations où la production agricole est carrément gâchée parce qu'il n'y a pas de moyen d'acheminer cette production vers les centres de consommation. Le taux d'intégration le commerce africain est autour de 17%. Le taux d'investissement intra-africain n'est que de 15,5%, ce qui fait de notre continent effectivement le moins intégré au niveau mondial. Donc cette crise nous donne l'opportunité de réfléchir à notre modèle de développement. Alors comme vous le savez, la ZLECAf, la zone de libre-échange du continent africain, devait être opérationnalisée le 1er juillet cette année. Du fait de la Covid, cela a été reporté. La ZLECAf pourrait, de manière importante, favoriser le développement du commerce et de la production africaine. Comme l'a dit Michel aussi tout à l'heure, il est clair que l'Afrique ne peut pas continuer à n'exporter que des matières premières et à importer des produits finis, et même d'ailleurs des matières premières agricoles. Donc il y a clairement matière à développer une industrie locale de transformation, ce que le Maroc d'ailleurs a fait, je dirais avec beaucoup de succès au niveau des phosphates. Comme vous le savez peut-être, le Maroc est le premier exportateur de phosphate au monde. Nous exportions uniquement de la roche brute. Aujourd'hui, nous exportons les 2/3 de nos exportations de phosphate sont constituées par de l'acide phosphorique et des fertilisants, parce que le phosphate est utilisé pour produire des fertilisants. Donc le Maroc a développé une industrie de fertilisants qui est devenue très importante. L'OCP, qui est la société de phosphate marocaine, aujourd'hui réalise un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars, alors qu'il y a à peine une quinzaine d'années, on ne réalisait qu'un milliard et demi de dollars d'exportation. Et tout ça grâce justement à la transformation locale de notre produit. Et donc cet exemple-là pourrait être décliné sur le cacao, le café, toutes les cultures africaines qui aujourd'hui sont exportées. Songez que le Nigeria, qui est un grand exportateur de pétrole, importe du carburant. Le Nigeria n'a pas une capacité de raffinage suffisante pour faire face aux besoins de sa population. Les économies où le secteur informel est plus développé, hélas, elles n'ont pas moins souffert de la crise de la Covid que les économies où le secteur formel est plus développé. Je dirais même
probablement que les pays où le secteur informel est plus développé ont souffert encore plus. Parce que les employés du secteur informel ont été touchés. Non pas, je vois par exemple l'exemple du Maroc, du fait du confinement, eh bien, toute l'économie informelle, les petits boulots, etc., ont été affectés plus que les entreprises structurées qui, elles, ont d'une certaine manière continué à fonctionner, même à des niveaux de production plus faibles. Donc, je dirais que c'est le contraire plutôt. L'économie informelle a sans doute davantage souffert de la crise que l'économie formelle. Parce que l'économie formelle, c'est par exemple l'industrie pharmaceutique qui, elle, a continué de fonctionner. Tout ce qui est industrie de transformation de produits agricoles, produits alimentaires, les huiles, les farines, etc., ont très bien fonctionné pendant la crise. En revanche, les petits commerces informels, eux, ont souffert gravement de la crise. D'ailleurs, chez nous, au Maroc, les petites épiceries étaient fermées. Par contre, les supermarchés étaient ouverts. C'est à l'État que revient donc la responsabilité du plan de relance. Le plan de relance économique dans toutes ses composantes devrait être donc porté par l'État en termes de réflexion, en termes de centre d'activité. Je pense pour moi qu'il faut amplifier les organisations régionales qui ont enregistré un certain succès, à amplifier donc le commerce entre nos États. Cela va passer aussi par toute une stratégie d'industrialisation et de politique de production des biens de substitution à l'importation, afin de pouvoir donc être complémentaires, parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas ce que le Ghana et la Côte d'Ivoire peuvent s'échanger s'ils n'ont pas une économie complémentaire pour pouvoir échanger des biens. Il était évident que le rôle de l'État a été complètement transformé du fait de la crise. Les États seront appelés inévitablement à jouer un rôle majeur dans la reprise économique. Déjà, les États ont permis, à travers des subventions, de maintenir un niveau de revenus minimum pour les populations. Hein. Au Maroc, par exemple, je pense que c'est le cas dans plusieurs pays. Au Maroc, il y a eu des mesures pour assurer un revenu minimum à l'ensemble des citoyens, y compris ceux qui sont dans le secteur informel. Et je pense que plusieurs pays ont pris des mesures similaires. Et ça, c'est important. Ensuite, les États doivent effectivement impulser la reprise économique, notamment à travers la commande publique. Comme vous le savez, l'État est le premier donneur d'ordre, hein, en fait, puisque les travaux d'infrastructure emploient beaucoup d'entreprises TP qui emploient beaucoup de monde. Il y a également toutes les infrastructures hospitalières qui vont être appelées à se développer suite à l'expérience tragique du Covid-19. Donc, tout ceci va contribuer à redynamiser les économies africaines et aussi à faire en sorte que les États soient peut-être plus une force d'impulsion sur le continent, notamment avec des politiques de développement qui sont comparables à ce que le Japon a pu avoir au début du siècle dernier avec le MITI, qui a beaucoup fait pour le développement de l'industrie automobile au Japon. Au Maroc, on a déjà ça, on a des plans sectoriels qui sont impulsés par l'État dans l'automobile, dans les énergies renouvelables, dans l'agriculture. Nous avons un plan Maroc vert. Le Gabon fait la même chose. Le Gabon aussi a développé des plans de développement économique impulsés par l'État, avec Emerging Gabon, développement de l'agriculture locale et ainsi de suite. Et je pense que l'État doit et peut jouer un rôle important à ce niveau-là, en se dotant effectivement de ressources humaines de haute qualité pour proposer des relances économiques sectorielles en fonction des avantages comparatifs de chaque pays. C'est un problème d'infrastructure. Tant que l'Afrique n'aura pas les infrastructures
et les liaisons maritimes et les liaisons aériennes, etc., pour faciliter les échanges, on pourra faire tous les discours de la planète, on n'y arrivera pas. Donc, il y a un travail énorme à faire en termes de développement des infrastructures, un développement qui d'ailleurs est estimé entre 130 et 170 milliards de dollars par an. L'Afrique dépend encore beaucoup, naturellement, de ses partenaires extérieurs qui sont destinataires de ses exportations. D'un exemple du Maroc, par exemple, les 2 tiers de nos exportations vont vers l'Europe. Si l'Europe n'est pas encore dans une période, si la reprise n'est pas au rendez-vous en Europe, nous aurons bien du mal à avoir une reprise au Maroc. Donc nous dépendons énormément de nos partenaires commerciaux qui, eux, sont touchés de plein fouet aussi par le Covid-19. Donc c'est un, comment dirais-je, c'est un cercle vicieux. On peut faire ce qu'on voudra en Afrique. Si nos partenaires, eux, continuent d'être dans la difficulté, eh bien, le prix des matières premières continuera d'être déprimé. Les exportations industrielles ne reprendront pas. Je donne l'exemple de l'automobile. Le Maroc produit environ 400 000 véhicules par an qui vont principalement en Europe. Donc, si la consommation, si les achats d'automobiles en Europe ne reprennent pas, il est clair que nous n'aurons pas une reprise de l'industrie automobile marocaine. Un certain nombre de politiques qui ont porté leurs fruits pour répondre à la crise du Covid-19, notamment au niveau de la production de masques. Le Maroc a pu produire 10 millions de masques par jour à partir du mois de mai, ce qui a largement suffi pour protéger la population marocaine, mais aussi qui permet maintenant au Maroc d'être l'un des grands exportateurs de masques contre le Covid-19. Et on a même produit au Maroc des respirateurs artificiels développés par des ingénieurs marocains. On en a produit 1 millier et qui sont tout à fait aux normes internationales. Donc, quelque part, l'urgence a permis au pays de faire preuve d'initiative et de développer un savoir-faire local. Ce sont des ingénieurs aéronautiques marocains qui ont travaillé ensemble avec des ingénieurs électroniciens, etc., pour développer des respirateurs artificiels dont nous avions cruellement besoin et dont les prix avaient flambé en mai. Ils sont passés de 12 000 $ à 50 000 $ le respirateur artificiel. Donc, l'Afrique doit avoir confiance dans l'Afrique. Je pense que vraiment, s'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est que l'Afrique a les capacités pour faire face à ce genre de crise en mobilisant ses ressources internes. Il y a eu également la création d'un fonds Covid-19 au Maroc de 3 milliards de dollars, ce qui est quand même pas rien, c'est 3% du PIB, avec 1 milliard apporté par l'État et 2 milliards par le secteur privé, et qui a permis effectivement d'alléger un petit peu le poids pour l'État marocain de la gestion de la crise. Donc le secteur privé a été aussi un grand participant, je dirais, dans le financement des mesures anti-Covid-19. On verra davantage d'implication du secteur privé, notamment dans tout ce qui est clinique, par exemple, pour la santé. Il y aura forcément un développement des cliniques privées parce que l'État seul n'a pas les capacités financières pour construire tous les hôpitaux dont nous avons besoin. Au niveau de l'éducation, c'est pareil. Le secteur privé joue un rôle très important aujourd'hui dans l'éducation à travers le continent. Et donc, ce rôle est appelé à augmenter dans l'avenir. Là où l'État est attendu, c'est au niveau des infrastructures. Et même au niveau des infrastructures, on peut imaginer des partenariats publics-privés, ce qui est déjà le cas, par exemple, dans la production d'énergie. Il y a souvent des partenariats publics-privés pour lancer des centrales thermiques ou des barrages et autres, où l'État finance une partie du projet et le privé finance l'essentiel. Il y a actuellement une commission qui a été nommée par Sa Majesté qui réfléchit à un nouveau modèle de développement. Et ça fait qui en a de tête. C'est Chakib Ben Moussa exactement, que vous connaissez bien, qui est notre ambassadeur à Paris. Voilà. Donc, Chakib préside cette commission qui existait avant la Covid-19. Alors, avec la Covid-19, la commission a étendu, je dirais, son champ de réflexion
à l'après-Covid-19, comment construire une économie résiliente après la crise du Covid-19. Et il y a plusieurs économistes, hommes d'affaires, banquiers, etc., qui contribuent à cette commission, dont les travaux devraient être remis aux souverains dans les semaines qui viennent. Donc, il y a déjà, si vous voulez, un effort de réflexion au niveau national. Alors, le Maroc a l'expérience, si vous voulez, de travailler comment dirais-je, de manière fédérée, à travers, je dirais, la monarchie a du bien, parce que a du bon. C'est quelque part grâce à la monarchie, à sa puissance fédératrice, qu'on arrive à mobiliser des tas de gens d'horizons différents, avec même des visions politiques différentes, mais tout ça dans le but de réfléchir au développement du pays. Et ça, je trouve que c'est très positif. Et donc, dans la commission Ben Moussa, vous avez des gens vraiment issus d'horizons tout à fait différents. Hein. C'est pas du tout homogène. Hein. Il y a des gens issus du milieu éducatif, des milieux de la finance, de l'industrie, des chercheurs qui n'ont pas forcément les mêmes opinions politiques. Et tous ces gens-là travaillent en parfaite symbiose avec l'idée de proposer un modèle de développement. Parce que le problème au Maroc, c'est qu'on a connu un développement relativement important sur les 20 dernières années, qui a été tiré principalement par les investissements dans les infrastructures. Le Maroc a investi massivement dans les infrastructures, que ce soit dans les autoroutes, dans les aéroports, les ports, la production d'énergie, notamment les énergies renouvelables, et ainsi de suite. Donc, on a investi des sommes considérables, autour de 15 à 20 milliards de dollars par an, ce qui est quand même pas rien. Mais le problème, c'est que ces investissements n'ont pas créé tellement d'emplois. Ce ne sont pas des investissements qui sont créateurs d'emplois. Et donc, le challenge aujourd'hui pour le pays, c'est de sortir un modèle de développement créateur d'emplois. La crise sanitaire nous amène à revisiter la mondialisation dans certains de ses aspects. Globalement, vous avez parlé des constats de ce que donc pour les masques, il a fallu dépendre de l'Asie, pour les produits pharmaceutiques, il a fallu donc regarder à l'extérieur. C'est de regarder la mondialisation et ses conséquences. En ce qui concerne les pays africains subsahariens, d'abord, il faut dire que chacun à son niveau, il y a eu des efforts qui ont été faits. En Côte d'Ivoire, c'est un fonds de 200 milliards qui a été tout de suite dégagé pour pouvoir donc affronter et apporter des solutions immédiates au secteur privé qui, lui, était fortement affecté par cette crise dans l'immédiat. Donc, ce qui est décrit dans le royaume chérifien a été donc la même démarche que nous avons rencontrée au niveau de la plupart de nos pays, avec, c'est vrai, un début d'action un peu donc désordonnée, mais avec le temps, il y a eu un contrôle. Donc, les fonds ont été mis en place dans un premier temps par l'État et avec l'accompagnement des partenaires financiers régionaux et internationaux. Concrètement, c'est ce qui s'est passé. Ce qui a été insuffisamment approché, c'est les investissements dans les infrastructures sociales. L'insuffisance de plateaux sanitaires, le système éducatif et autres. L'après-pandémie devrait amener les États au travers donc des programmes et des stratégies PPP, pouvoir développer significativement ces différents secteurs-là. La mondialisation nous a contenus dans un rôle de pourvoyeur en matières premières de l'économie mondiale. Mais comme l'a fait l'Asie, qui était l'atelier du monde avant de devenir l'acteur économique qu'on connaît, il est temps, et c'est en cela que l'opportunité que nous offre cette crise est importante,
c'est de dire, regardons comment nous pouvons donc révisiter notre modèle économique d'être exportateur de produits non transformés en acteur de produits véritablement améliorés à l'effort. Mais tout cela est lié donc à une reprise de l'économie mondiale qui reste notre partenaire. Dernier point, c'est le rôle du secteur privé, comme on l'a dit tout à l'heure. Le secteur privé reste le moteur et le créateur de richesses par excellence. Et mettre les moyens à sa disposition pour se repositionner dans son rôle de créateur de richesses, c'est à cela que les États, en relation donc avec les partenaires internationaux, devraient s'atteler, parce que le secteur privé en lui-même n'a pas les ressources suffisantes pour sortir de cette. L'Europe reste l'un des partenaires privilégiés les plus importants de l'Afrique en général, de l'Afrique subsaharienne en particulier, et nous sommes extrêmement regardants sur tout ce qui se passe en Europe. Je voudrais rappeler ici que la France, dans ses réactions immédiates, a été l'une des premières à annoncer qu'elle est prête à revisiter donc la question de la dette dans sa partie d'annulation et autres, c'est de la bonne volonté. Il est certain qu'il fallait qu'elle règle elle-même ses problèmes en priorité avant de regarder l'extérieur. Il est évident qu'en tant que l'un des principaux créanciers de cette partie de l'Afrique, elle aura à jouer un rôle important dans tout ce qui est moratoire de la dette, mais surtout aussi comme partenaire commercial. La reprise des activités en Europe au travers d'un plan de relance économique assez dynamique devrait avoir un impact quasiment immédiat. Donc, nous regardons ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Asie aujourd'hui, et notamment en Chine, comme les locomotives nécessaires à la réussite de notre sortie de crise.